certains disent qu'on en parle depuis des lustres. Là, on a l'air de découvrir le métavers. On ne sait pas très bien exactement de quoi on parle, les opportunités, les limites, les risques. Des articles, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, s'affusent de partout. Fabienne, on compte sur toi pour nous éclairer. Et Jean-Marie, effectivement, pour poser les bonnes questions, et bien entendu avec la contribution de Alexandre Menet et, Martinez, et Enrique Martinez, que je remercie vraiment de contribuer à ces échanges. Quand j'ai proposé à Enrique d'intervenir, il m'a dit je ne veux surtout pas être intervenant parce que je ne sais pas très bien. Donc j'ai dit non, il s'agira surtout de poser des bonnes questions. Fabienne et donc Jean-Marie, donc je te passe la main, je te passe le micro. Oui, rapidement, quelques voilà. mots pour bien préciser les séquences. Donc, nous allons commencer par un petit exposé de Fabienne qui se présentera elle-même au début de sa présentation sur le métavers, la clé des nouvelles raisons d'être potentiellement, donner du sens à la raison d'être avec le métavers. Cet exposé sera à peu près de l'ordre d'une 20-25 minutes à peu près. Et ensuite, nous aurons deux témoignages, ou plutôt deux témoins qui réagiront par rapport à cette intervention. Donc, Alexandre Menet et Enrique Martinez. Donc, Fabienne pourra bien évidemment apporter des éléments complémentaires avant d'ouvrir une séance de questions, des réponses, débats, où les différentes personnes présentes ce matin pourront bien évidemment intervenir pour, je dirais, poser telle et telle question ou avoir des éclaircissements sur tel et tel point. Et sujet important, donc le lien potentiel, ou qu'est-ce que le métavers, ou les métavers, et ça je ne vais pas pour l'instant aller trop vite dans le débat, peuvent avoir comme influence sur la raison d'être. Voilà, donc sans plus tarder, je remercie toutes les personnes qui sont présentes. Quand vous voudrez prendre la parole dans la partie ouverte à tout le monde, je vous demande d'utiliser ce qui est bien connu maintenant dans Teams, c'est-à-dire la petite main pour dire je voudrais parler de telle manière que je puisse vous donner la parole. Fabienne, c'est à toi et s'il vous plaît, pendant toute cette période initiale au moins, mettez-vous sur mute pour éviter des phénomènes d'écho qui sont toujours assez difficiles, surtout lorsque nous sommes un peu plus d'une trentaine en ligne. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction, Jean-Marie. Et merci à Edgar pour avoir pris cette initiative. Je pense qu'effectivement, le métavers pour tous les prospectivistes, c'est au cœur des questionnements qu'on nous pose, ce qui veut dire que les entreprises, bien évidemment, s'interrogent aussi dessus. Alors très rapidement, je m'appelle Fabienne Gaubaudiman. J'essaye de partager mon écran en même temps et j'espère que ça va fonctionner. Oui, ça marche pour vous? Oui, ça marche. Très bien. Ok, très bien. Donc, je m'appelle Fabienne Gaubaudiman, je suis prospectiviste, je suis docteur en sciences sociales et mon métier, ce sont d'examiner les tendances qui sont en train d'émerger pour les décrypter et pour voir comment les différents acteurs aujourd'hui peuvent se positionner et développer leur propre politique. Donc, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour parler de quelque chose qu'on ne comprend pas vraiment. Et donc, j'ai bien évidemment commencé avant toute chose par nous poser collectivement la question et vous proposer au moins des instruments de réponse de ce qu'est le métavers. Le métavers, si on s'en tient à ce que vous pouvez voir ici comme définition, c'est un ensemble d'univers, ce qui répond à la question de Jean-Marie tout à l'heure. C'est un métavers, c'est un ensemble d'univers. Donc un collectif, un ensemble d'univers virtuels qui sont permanents. Ça, c'est le premier élément. Alors pour les joueurs, s'il y a des joueurs parmi vous, vous voyez à quoi je fais référence, mais traditionnellement, quand vous vous connectez sur un espace, une fois que vous vous déconnectez, cet espace disparaît avec vous. Là, nous sommes sur des espaces qui sont permanents, c'est-à-dire qu'ils restent, même lorsque vous avez éteint votre connexion, eh bien, ils restent exactement et continue à vivre en fait, ce qui veut dire que lorsque vous revenez dedans, comme ce n'est pas un enregistrement sur votre ordinateur, eh bien les choses auront évolué. Donc vous ne laissez jamais
tel que vous l'avez quitté, mais c'est un univers qui continue d'évoluer par lui-même. Donc, il est permanent. Ça, c'est vraiment un instrument important parce que c'est quelque chose qui change considérablement. Vous avez tous l'habitude de vos sauvegardes dans le cloud, mais quand vous reprenez vos instruments, ils sont figés. Là, ce n'est pas le cas puisque vous partagez cet espace avec d'autres. Ce qui est l'autre élément, le partage, l'interaction, c'est-à-dire que chacun de ceux qui sont dans cet espace, eh bien, contribue à modifier cet espace, à le faire changer, à le faire évoluer, etc. Donc, tout le monde est interconnecté, c'est interactif, et fait intéressant peut-être ou démarquant par rapport à ce qui existe, c'est en 3 dimensions. Alors, vous allez me dire, nous aussi, nous vivons en 3 dimensions, sauf que dans la réalité des faits, nous ne vivons qu'en 2 dimensions, puisque nous ne volons pas. Dans le métavers, eh bien, vous pouvez voler, ce qui est assez intéressant. Alors, je ne sais pas encore pourquoi, mais nous allons voir. Donc, 3D. On peut pleinement occuper la 3e dimension que nous n'occupons pas dans le monde physique. Et tout cela s'appuie bien évidemment sur 2 instruments essentiels. D'une part, la réalité virtuelle, c'est-à-dire la conception de mondes entièrement fictifs, mais qui semblent réels, et la réalité augmentée, c'est-à-dire la superposition d'informations numériques, digitales, sur un univers qui, lui, est bien réel. Alors, pour faire relativement simple, parce qu'on l'a dit, le métavers, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. On va déjà poser le fait que nous avons 3 grandes infrastructures dans ce métavers. Une infrastructure économique, une infrastructure sécuritaire et une infrastructure de communication. Et ça, je pense que ce sont vraiment les 3 piliers sur lesquels repose le métavers. Dans l'infrastructure économique, bien évidemment, c'est la clé si on veut que ça fonctionne. Vous savez que nous vivons dans un monde quand même relativement mercantiliste. Eh bien, il faut qu'il se passe quelque chose, en tout cas au-delà du gaming. Alors, les deux grandes jambes de cette infrastructure économique, ce sont d'une part les crypto-monnaies, vous en avez tous entendu parler, Solana, le Bitcoin, l'Ethereum, etc. Et puis, ce qu'on appelle aujourd'hui les NFT, là, on pourra revenir dessus si ça vous intéresse. Je suis loin d'être une spécialiste et j'espère que mes deux bref, mes 2 coparticipants pourront se joindre à moi sur les réponses. Les non-fungible tokens sont en réalité des assets, des valeurs, des biens, disons, des biens immatériels qui ne sont pas échangeables par eux-mêmes. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas se substituer les uns aux autres. On peut les acheter, comme dans la vraie vie, avec de la crypto en général, mais ils ont une valeur absolument intrinsèque. Ça veut dire que lorsque vous avez par exemple une pièce de monnaie, vous pouvez l'échanger contre une autre pièce de monnaie, c'est exactement le même objet, c'est le cas de tous les objets industriels. Là, nous sommes avec ces biens non fongibles, eh bien, nous sommes sur des œuvres d'art, nous sommes sur des terrains qui ont un emplacement particulier, nous sommes sur des portefeuilles de valeurs, voilà, des choses qui ne peuvent pas se substituer. Deuxième chose, il faut bien évidemment, pour pouvoir sécuriser les échanges qui se déroulent dans le métavers, nous avons besoin d'une infrastructure de sécurité. Cette infrastructure de sécurité, elle est fournie par la blockchain. La blockchain, on va dire que c'est un registre qui va lister l'ensemble des biens achetés et leurs propriétaires, bien évidemment. Donc, vous avez une transparence. Et l'intérêt de cette blockchain, c'est qu'elle repose sur des morceaux d'enregistrement qui sont répartis sur des milliers, voire des millions d'ordinateurs, ce qui la rend, pour l'instant, inviolable. Donc, on considère que la blockchain, c'est vraiment l'instrument parfait, décentralisé. À terme, ça peut parfaitement remplacer les notaires, enfin, toute chambre d'enregistrement qui permet aujourd'hui de dire que vous êtes bien propriétaire d'un bien. Et enfin, 3e élément, ce sont les infrastructures de communication, avec 2 types de communication. La première, c'est la communication dans le sens de l'accès. Vous avez besoin d'accéder au monde digital, comme quand vous prenez un train pour aller d'un endroit à un autre. Et la deuxième, c'est la communication à l'intérieur de ce monde. C'est-à-dire que vous avez besoin de communiquer avec les autres participants, avec ceux qui vont échanger, négocier avec vous, voire ceux qui ne sont pas à l'intérieur du même monde, mais avec lesquels vous allez pouvoir néanmoins communiquer.
Donc là, vous voyez qu'on a vraiment quelque chose d'assez intéressant et ça passe par trois éléments distincts. Le premier élément, ce sont les réseaux sociaux. Vous le connaissez tous, bien évidemment, avec Facebook, devenu maintenant Meta. Et donc, tout l'ensemble de ces réseaux. Alors, contrairement à ce qu'on imagine, Facebook est assez minoritaire. Aujourd'hui, l'essentiel des transactions qui se déroulent sur le métavers se font à partir de Twitter et de Discord. Donc, c'est quand même assez intéressant. Ce qui explique peut-être pourquoi Facebook veut absolument en être et se développe sur le sujet. Donc, les réseaux sociaux qui sont normalement accessibles à tout le monde, mais enfin, pour Twitter, vous voyez bien que c'est le cas. Discord, c'est déjà un petit peu plus compliqué et il faut déjà être à l'intérieur de réseaux pour pouvoir rentrer dans Discord. Vous avez le dark web, qui là, bien évidemment, a accès au multivers, enfin, par définition, accès à tout, puisqu'il s'agit donc des grandes profondeurs, on va dire, de l'Internet, qui généralement ne recouvrent pas des activités très licites, mais qui, bien évidemment, est présent absolument partout. Et puis enfin, bien, vous avez les objets matériels, qui sont les systèmes haptiques, donc les systèmes où, avec le toucher, vous pouvez utiliser des commandes à distance. Et vous avez par exemple toutes les combinaisons, tous les gants, etc., qui vont permettre d'avoir cette perception sensorielle du métavers. Et puis, vous avez bien évidemment tous les matériels de réalité virtuelle, donc les casques, les lunettes, tout ce qui vous permet en fait de voir ce métavers comme si vous étiez à l'intérieur, comme si vous étiez dans votre avatar. Donc voilà pour les trois infrastructures qui constituent, j'ai envie de dire, le socle existentiel du métavers. Maintenant, bien évidemment, vous avez des humains dans tout ça. Alors les humains, je les classerai en deux grands types. D'une part, vous avez les acteurs du métavers, ceux qui agissent à l'intérieur. Et il faut commencer par les bâtisseurs. Hein. Les bâtisseurs, ce sont en fait toutes les grandes compagnies du jeu. Je pense à Decentraland, que vous connaissez bien évidemment, Roblox, etc., qui créent en fait une partie des univers qui peuplent le métavers. Hein. Vous avez des États qui commencent à se positionner. C'est assez intéressant de voir en fait des États qui sont des petits États ou des États assez peu connus, assez peu importants, qui essayent de se mettre là-dessus, le Kazakhstan, le Salvador, etc., pour en parler. Et puis enfin, vous avez la première vague d'utilisateurs qui arrive en masse. Alors essentiellement le monde de la mode, de la beauté, Guerlain, Gucci, Nike, etc., et le monde de la grande distribution. Carrefour a fait récemment parler de lui dans ce domaine. Donc ça, ce sont les utilisateurs. Et puis, vous avez quand même les développeurs qui sont là. C'est-à-dire tous ceux qui vont faire en sorte que leurs instruments permettent soit d'accéder, comme Actronica, avec des nouvelles combinaisons qui permettent donc d'accéder au métavers, et puis ceux qui essayent de connecter les univers déjà existants avec le métavers, comme Microsoft, bien entendu. Et enfin, dans une deuxième grande catégorie, eh bien, vous avez les habitants, parce que lorsqu'on parle d'un univers, on parle bien évidemment des habitants qui le peuplent. Alors, les habitants, je les ai dissociés en trois grands groupes qui me paraissent assez proches les uns des autres. Vous avez d'une part les citoyens. Alors, les citoyens, ce sont, par exemple, dans certaines municipalités, on propose aux gens de venir participer à des projets collectifs, d'intelligence collective, etc. Donc, les citoyens, et puis ce qu'on appelle les utilisateurs sociaux, c'est-à-dire les utilisateurs des réseaux sociaux, ceux qui viennent chercher de l'information, etc. Donc, c'est un usage un petit peu Web 3.0. Vous avez les travailleurs et les apprenants. Je mets un petit peu dans la même catégorie. Ils font du télétravail, du téléenseignement, du téléapprentissage. Ils ont des meetings ensemble. Ils ont à peu près ils utilisent à peu près les mêmes instruments. Et puis enfin, vous avez les spécialistes, les gamers, bien évidemment, qui sont, j'ai presque envie de dire, la clé aujourd'hui du métavers. Et puis les consommateurs qui viennent y acheter des produits spécifiques, des produits virtuels très souvent, notamment pour leurs avatars. On le verra dans un instant. Donc voilà à peu près comment on peut décrire le métavers.
Maintenant, ce qui nous intéresse, nous tous ici, j'imagine, c'est la question, est-ce que le métavers, c'est quelque chose de sérieux ou pas? Est-ce que c'est un coup de pub? Est-ce que c'est un effet de mode? Est-ce que c'est une véritable tendance? Ça, c'est la vraie question. Alors, en tant que prospectiviste, bien évidemment, je ne vais pas vous donner la réponse, mais je vais vous faire des éléments de proposition. Tout d'abord, on peut effectivement argumenter que c'est un phénomène de mode sans lendemain, en se fondant sur le fait que les prédécesseurs ont échoué. Vous avez tous entendu parler du deuxième monde, vous avez entendu parler de Second Life, vous avez entendu parler des tentatives qui ont déjà existé avant et qui en moyenne ont duré 4, 5, 6 ans, guère plus, et puis après la vague retombe comme c'est le cas dans les phénomènes de mode. Vous avez aussi cette tentation du détour du réel, c'est-à-dire quand le réel n'est pas très agréable pour Facebook. Vous savez qu'en ce moment, il y a pas mal de procès qui concernent directement Facebook ou Mark Zuckerberg. Vous avez un contexte réel qui est difficile, la pandémie, les risques qui sont en train de s'accumuler, les tensions géopolitiques. Donc, dans ces cas-là, l'être humain a toujours la tentation de partir dans des mondes qui ne sont pas des mondes, qui sont des mondes de détour, tout ce qu'on appelle les détours par l'imaginaire, qui permettent d'avoir de nouveaux espaces un petit peu plus apaisés. C'était la science-fiction entre l'entre-deux-guerres. Aujourd'hui, là, on voit vraiment le métavers s'imposer de cette manière-là. On peut aussi dire que les technologies ne sont pas prêtes. Vous avez sans doute tous utilisé des casques virtuels qui sont quand même mal commodes, assez inconfortables. Vous avez tous expérimenté les lags dans des communications, dans des conférences téléphoniques où il y a des lags, c'est-à-dire des moments où l'image gèle, etc. Donc, on va se dire, OK, on n'a pas la bande passante pour ça, donc c'est compliqué. Derrière ça, on sait qu'on a besoin d'énormément d'énergie pour faire fonctionner ces mondes virtuels. Donc, dans une période de transition énergétique, c'est peut-être pas terrible. Et puis, vous avez évidemment tous les sociologues qui vont vous parler de la désociabilisation et des phénomènes d'addiction qui guettent les adolescents. Donc, massivement, ce sont les grands tenants de ce qui vous est dit aujourd'hui pour vous dire non, le métavers, ça ne tiendra pas. Inversement, on peut aussi arguer que le métavers est une tendance structurelle qui, même si elle n'arrive pas là tout de suite, arrivera dans 20, maximum 30 ans. Vous allez me dire pourquoi. Il y a une dynamique d'évolution. Je ne vais pas rentrer dedans parce que le temps m'est compté, donc je vous en parlerai si vous me posez la question. Mais il y a au moins 3 grands arguments. Tout d'abord, le hardware est là. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui les technologies en matière de hardware qui permettent de commencer à façonner un métavers. On a une puissance de calcul machine qu'on n'avait jamais atteint jusqu'à présent. Dans certains endroits, on a quand même de l'Internet très haut débit qui est en train de se déployer, surtout après le Covid, qui nous a bien aidés. Et puis, on a des interfaces homme-machine qui sont de plus en plus perfectionnées. On est en train de sortir des casques, on va vers les lunettes, on va vers des interfaces haptiques de plus en plus développées, les fameuses combinaisons. On commence à avoir des projets d'interface cerveau-machine avec le Neuralink, par exemple. En matière de software, on a des métaplateformes qui se développent, qui sont déjà bien au point grâce au jeu, notamment à l'industrie en fait, du jeu. On a des financements qui sont en train de se mettre sur la table. Je pense notamment à Epic Games, qui en 2021 a réussi une levée de fonds d'1 milliard de dollars pour construire son propre univers à l'intérieur du métavers. Et puis, on a les réseaux sociaux dont la pratique commence à bien s'implanter, y compris dans le monde professionnel. Troisième élément, et qui n'est pas le moindre en faveur de cette tendance structurelle, ce sont les utilisateurs. Il faut en effet que les utilisateurs soient là. Et là, je vois 3 éléments qui me paraissent intéressants pour dire que les utilisateurs vont être là s'ils ne le sont pas tout de suite. Le premier, c'est la génération des gamers qui sont devenus adultes, c'est-à-dire qui jouaient massivement entre 15 et 25 ans, qui aujourd'hui ont à peu près entre 35 et 40 ans, et qui, eux, sont à la fois des consommateurs natifs des mondes virtuels et en même temps des employés potentiels parce qu'ils connaissent très bien la mécanique qui, pour les plus âgés, est quand même un petit peu moins aisée à appréhender.
On a eu ce phénomène extraordinaire d'accélération du Covid, qui a accéléré toutes les tendances, télétravail, etc. Vous connaissez tout ça. Et puis, on a des nouveaux usages qui sont en train de se mettre en place, que ce soit les concerts, vous avez vu les grands concerts qui se sont déroulés. On a maintenant donc ces fameux actifs virtuels, les NFT. On a les direct to avatar, c'est-à-dire le fait de vendre directement des biens qui n'auront jamais de matérialité à des avatars. On a le game advertising, c'est-à-dire le fait de faire de la publicité, mais à l'intérieur des jeux, pas dans des bannières ou autres. Voilà, on a la pratique des twins, des fameux jumeaux numériques pour la simulation. Bref, j'en passe, mais on a énormément de choses. Alors, bien évidemment, que ce soit une tendance ou que ce soit un phénomène de mode, les défis sont exactement les mêmes. On a deux grands défis, deux grandes catégories de défis, les défis économiques et les défis sociaux. Dans les défis économiques, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a des marques qui sont naturellement des digital native virtual brands, c'est-à-dire qui sont nées dans les mondes virtuels et qui savent fonctionner dans les mondes virtuels, et des marques historiques qui peinent un petit peu quand même à rentrer là-dedans. On a tout ce qui tourne autour de la gig economy, c'est-à-dire les talents à la demande, comment les faire fonctionner, comment les protéger, comment les embaucher. On a tout ce qui concerne la sécurisation, on a parlé tout à l'heure de la blockchain, et puis enfin l'interopérabilité, qui est une nécessité absolue, puisque pour que le métavers existe, il faut que tous les univers qui sont logés dans le métavers communiquent entre eux, et notamment permettre aux actifs, ces fameux NFT, de valoir quelque chose dans chacun des univers, donc de se transporter avec ces actifs. Et puis sur le plan du social, de la société même, on voit bien toutes les difficultés du floutage entre le virtuel et le réel. On pourra en parler. Tous les phénomènes de régulation, prévention, répression, où aujourd'hui on se demande comment nous allons contrôler ce monde. Je parlais du dark web tout à l'heure, ce qui explique pourquoi il est très présent dans le métavers. Et enfin, le digital gap, c'est-à-dire qu'il y a clairement des pays qui y accéderont, qui n'y accéderont pas, des gens à l'intérieur des pays qui y accéderont, qui n'y accéderont pas. D'où ma troisième et dernière approche, c'est le métavers. Est-ce que finalement, c'est une opportunité pour les raisons d'être? Alors, en fait, je me suis réinterrogée sur la raison d'être. Je pense qu'aujourd'hui, nous en sommes à une version 2 de la raison d'être. La version 1, on a essayé d'appliquer, bon an, mal an, la loi Pacte, et on a vu qu'il y avait quand même beaucoup de difficultés. Vous avez un corps social qui est assez désenchanté, qui a du mal à aller à prendre au sérieux, en fait, cette raison d'être. Oui, on l'énonce, et dans les faits, qu'est-ce qui se passe? Rien, finalement, business as usual. On continue de faire comme si rien ne s'était passé. Et puis, vous avez des difficultés de se réinventer à partir du moment où, comment dire, où la pression du quotidien, de la compétitivité, etc., fait que faut la raison d'être, ça passe après tout le reste. Alors, la vraie question, c'est est-ce que finalement on a besoin d'une raison d'être? Est-ce que ce n'est qu'un effet d'annonce, que ce n'est qu'une loi? Est-ce qu'on en a besoin? Et ma réponse est qu'on a besoin d'une raison d'être, et ça répond à la question de l'engagement dont on a besoin du personnel. À partir du moment où la raison d'être n'est pas seulement un sens que l'entreprise veut se donner à elle-même, mais un sens que l'entreprise veut donner à son action sur le monde, ce qui est un petit peu différent. On a derrière ce concept d'utilité sociétale. Dans un monde dans lequel il n'y a plus d'idéologie, il n'y a plus de grande religion qui vient vous dire pourquoi vous êtes sur Terre, quel est le sens de votre vie, etc., on voit bien, et on l'a vu se développer avec le phénomène de la problématique de la santé mentale, on voit bien que les gens s'interrogent finalement sur le sens de leur action, le sens de leur utilité. Et une entreprise n'est jamais qu'un collectif d'individus. Même s'il est guidé par des objectifs économiques, des objectifs stratégiques en réalité, la raison d'être n'a de sens qu'à partir du moment où elle onboard, elle permet d'être partagée avec tous ceux qui travaillent dans l'entreprise. Alors, si on redéfinit la raison d'être de l'entreprise comme une contribution, la manière dont l'entreprise entend contribuer à la résolution d'un des grands défis qui se posent, qu'il soit dans le métavers ou ailleurs, ce n'est pas la question, à ce moment-là, on a le sentiment que l'engagement pourrait être plus grand. Seulement, pour qu'il y ait un engagement, il ne faut pas que les gens soient isolés. Il faut qu'il y ait des réseaux, il faut qu'ils soient ensemble, l'union fait la force, etc. Et là, le métavers peut nous aider. Il peut nous aider parce qu'en réalité, le métavers offre un espace collaboratif qui est fondé
sur la notion de réseau social. Or, de plus en plus d'entreprises ont un réseau social par définition qui est réel, qui est la manière dont on se connaît les uns les autres, mais aussi commencent à développer en interne des réseaux sociaux enfin un réseau social virtuel pour que les gens puissent parler ensemble au-delà simplement du système de mail. Cet espace collaboratif peut être permanent, on l'a dit tout à l'heure, hein, dans le métavers, les univers sont permanents, donc permanent, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, modéré, c'est absolument essentiel, c'est-à-dire qu'il y a un modérateur derrière, et serviciel. Alors bien évidemment, on peut imaginer tous les services, mais ce qu'on voit très immédiatement, c'est au niveau des RH, la possibilité de développer dans le métavers des formations, des jeux d'évaluation pour la gestion de la carrière, des instruments d'onboarding, etc. pour les managers, tout ce qui est de l'ordre de la gestion de projet, pour faire simple. Et du coup, cet espace qui commence à se constituer à l'intérieur des entreprises, où de plus en plus de choses sont digitalisées, pourrait permettre d'évoluer vers une raison d'être qui s'appuierait sur le métavers pour cristalliser d'une certaine manière l'engagement du corps social, avec un espace affinitaire, c'est-à-dire ceux qui ont envie de s'engager dans une action plutôt que dans une autre pourraient y aller, avec une véritable construction collective de la raison d'être, alors non pas pour sa définition une fois qu'elle a été adoptée, mais pour sa mise en œuvre, c'est-à-dire comment je mets en œuvre ma raison d'être. Aujourd'hui, on voit bien que c'est là que ça bloque, avec très souvent une confusion entre les objectifs stratégiques et les objectifs de la raison d'être. On a un espace d'open innovation, RHM a été à plusieurs fois à sensibiliser ses membres à la question de l'innovation ouverte. On peut y développer du prototypage, et quand on voit se développer toute la pensée liée au design, eh bien on voit bien le rôle que joue le prototypage, et notamment cette itération successive des produits à partir de retours des utilisateurs finaux. Et puis enfin, on peut en faire un espace de test, parce qu'avec les millions d'utilisateurs qui existent aujourd'hui, eh bien avant d'aller dans la vraie vie, si j'ose dire, dans le monde réel, eh bien le métavers peut offrir un espace où tester les solutions créées dans le cadre de la raison d'être. Voilà, je crois que j'ai tenu mes 25 minutes. Je vous remercie de votre attention et je vous cède la parole. Merci beaucoup, Fabienne. Je dois dire que les échos, merci. Oui, merci. Donc, ça permet vraiment d'avoir en 20 minutes, 25 minutes, un panorama assez complet, aussi bien de qu'est-ce que le métavers, que comment ça peut avoir un impact dans les entreprises, dans la vie des entreprises, et un lien potentiel avec la raison d'être. Et sans plus tarder, j'aimerais demander à Alexandre Menet de réagir par rapport à cette présentation. Alexandre Menet a écrit un livre récemment sur la raison d'être je dirais en agrégeant un certain nombre d'expériences et de réalités, non pas virtuelles, mais vraiment réelles, de la raison d'être et de sa mise en œuvre. Et comment donc, Alexandre, et je poserai la même question ensuite à M. Martinez, le métavers, est-ce que c'est un effet de mode? Est-ce que c'est une réalité vers laquelle qui va devenir une réalité dans le monde futur ou dans celui qui arrive devant nous? Et qu'est-ce que vous pensez, Alexandre, de cette relation métavers et vraiment une raison de faire en sorte que la raison d'être existe? Merci Jean-Marie. C'est pas facile d'intervenir parce que sincèrement, je vous remercie parce que vraiment votre intervention, c'est d'une qualité assez exceptionnelle et je pense que vous avez quasiment presque tout dit. Donc c'est pas facile. Néanmoins, je vais essayer de trouver un angle pour aller en tout cas dans le sens où je pense qu'en effet la raison d'être est probablement une réponse. Et une réponse aussi, je vais reprendre un peu aussi un petit peu un aspect dont on a déjà parlé à plusieurs reprises ici, c'est que je considère, je l'ai déjà dit et écrit à plusieurs reprises, que l'entreprise a intérêt à déclarer de quoi elle veut être responsable pour ne pas être responsable de tout. Et vous l'avez dit, en fait, très justement, à un moment donné, la métaverse, enfin, ou les métaverses, peuvent être en fait un échappatoire, une tentation donc pour les entreprises de pouvoir se séparer des choses qui lui sont interdites et pourquoi pas d'arriver à les vivre dans un monde donc beaucoup plus virtuel. Ce qui est intéressant, c'est de regarder le momentum aussi. C'est que pour la première fois aussi, on a un texte
si vous prenez le DMA et le DSA, où on essaye voilà, de réguler peu ou prou un petit peu cet espace. Là, ce qui est intéressant, c'est que les fondations et l'alphabet finalement, la métaverse, il est encore plus américain, si je puis dire, encore plus construit autour des grandes plateformes, des grands GAFA, qui sont effectivement donc les grands innovateurs dans ce domaine-là, et c'est pas mineur. Et en fait, pour moi, il y a des vrais sujets qui sont posés et où typiquement, même si l'Europe, vous savez, est toujours focalisée sur la fiscalité, la concurrence, les données personnelles, même si avec le DMA et le DSA, on essaye de pouvoir réguler autant que faire se peut, je pense que malheureusement, ça ne va pas permettre de contrôler véritablement les usages. Et je prends un exemple, en fait, pour moi, qui est assez révélateur avec le partage des données, qui va en fait constituer vraiment la pierre angulaire hein, d'un environnement, comme on vient de le voir, totalement intégré, interopérable, où les utilisateurs, leur avatar, leurs actifs, vous l'avez très très bien expliqué, seront utilisables et échangeables à travers les différents domaines du métaverse. Comment en fait cette collecte, ce partage, cette utilisation de ces données vont être réglementées? Alors, vous avez plusieurs acteurs ou même univers qui vont être impliqués. Quelles vont être les lois, en fait, qui vont régir la collecte des données dans l'ensemble du métaverse? Même on peut se poser la question. La législation d'un État particulier, on est même en train de se demander, est-ce qu'on ne crée pas un État nouveau qui serait un jour rajouté à la liste de l'ONU? Une seule politique de confidentialité générale s'appliquera-t-elle, en fait, dans le métaverse? Est-ce qu'on va avoir enfin un espèce d'accord en fait entre les utilisateurs et donc les marchands où il y aura différentes politiques qu'on va appliquer. Certains développeurs, vous l'avez dit aussi, peuvent-ils créer une expérience qui va assurer une protection accrue de la confidentialité ou bien des données, des avatars? Est-ce qu'ils vont pouvoir circuler dans certains domaines? Est-ce qu'on aura un espèce de passeport là aussi? Comment en fait on va assurer la confidentialité aussi des mineurs? Est-ce qu'elle va être gérée? Est-ce qu'il y a certains espaces qui sont réservés aux adultes par le biais d'un mécanisme d'identification? On sait que la technologie est là. Et donc en fait, en créant ces univers virtuels, on voit bien qu'il y a un puissant outil de recherche et de développement qui va être au service de toute une activité, mais en fait, il est à la fois ouvert et réglementé. Il va prendre la forme d'un espèce de paradis artificiel qui va être obligé d'être sous une surveillance un peu permanente. Et comment, en fait, on va créer un métaverse qui va répondre à un triple objectif, qui est créer de la valeur, inventer une sociabilité positive, en fait, et assurer un développement durable. Et sans oublier aussi, je pense, un aspect qui est majeur dans le métaverse, c'est l'aspect culturel. Et c'est là, en fait, où je pense que la raison d'être peut être une réponse, avec mais je veux juste effleurer le sujet où je pense qu'en fait, cette nouvelle industrie, elle doit, pour pouvoir probablement y répondre, il faut faire appel à l'interdisciplinarité renforcée. Hein, donc effectivement, le métaverse doit pouvoir, pour être adressé, donc être traité, tous les enjeux que ça soulève, c'est plus de la transdisciplinarité, la métadisciplinarité même en fait, qui a priori à mon avis est une réponse. Et en fait, au-delà de l'écosystème qu'on propose, je pense que les acteurs technologiques qui conçoivent ces nouveaux territoires ont une responsabilité directe. Dessiner les contours de l'espace numérique, le rendre sûr, habitable par tous et respectueux de l'environnement. Et en Europe, et plus particulièrement, je pense, en France, les entreprises, qui sont guidées par leur histoire, leurs valeurs, hein, et leurs talents, en fait, ils ont les moyens de créer des synergies entre les différents secteurs de l'industrie et ceux de la création, notamment culturelle, pour assurer cette approche que j'appelle donc interdisciplinaire. Et en fait, si je prends, et je me reprends juste la casquette d'Atos par rapport notamment à notre raison d'être, nous, en fait, on a choisi de structurer nos objectifs autour de la notion d'espace de technologie de l'information ou d'espace numérique, et on veut contribuer à rendre cet espace plus sûr, accessible à tous et durable. C'est ça la mission. Et on sait bien que, en fait, il y a parfois des influences diverses et variées des fameux hyperscalers, mais si on veut qu'on ait justement cette possibilité de rendre cet espace plus sûr, plus civilisé, en fait, c'est ça la question dont on est posé. Donc, et c'était un petit peu l'inspiration de la raison d'être. On voit bien que, en tout cas, pour une société comme Atos, parce que ces acteurs, de toute façon, et maintenant même le numérique est tellement vertical qu'il touche en fait tous les secteurs d'activité, ils ont cette responsabilité. Et la raison d'être peut être en fait, pour moi, une réponse justement
à ce besoin de civiliser cet espace. Vous avez posé toutes les bonnes questions en fait, et toutes les optionnalités et toutes les potentialités en fait de la métaverse. Et je pense qu'en effet, dans cette notion de civiliser et pas simplement attendre qu'une régulation qui sera de toute façon très rapidement encore dépassée par les usages, la raison d'être peut être une réponse très forte en fait aux obligations qui vont peser sur ces acteurs donc de la métaverse. Voilà rapidement ma réaction. Merci beaucoup, Alexandre. Donc, je voudrais maintenant demander à Monsieur Martinez donc, sa réaction et ses commentaires. Donc, avec les mêmes questions de base par rapport le métavers, qu'est-ce que ça veut dire pour Fnac Darty? Est-ce que vous avez commencé à y réfléchir? Fabienne a mentionné je dirais des premières expérimentations dans le domaine de la distribution. Je sais que vous travaillez déjà sur ces fameux jetons non fongibles en français, donc NFT en anglais, ce qui est d'ailleurs pas très connu, pas très compris d'ailleurs par beaucoup de personnes. C'est vrai qu'on est en train de commencer à utiliser beaucoup de nouveaux acronymes, hein, DMA, DSA, hein, c'est Digital Market Act, DSA, Digital Services Act. Je crois que c'est intéressant de le préciser parce que ce sont deux directives qui sont en cours d'études et de discussion au niveau de l'Europe pour pouvoir un petit peu mettre de la régulation potentiellement dans le monde du métavers qui arrive également, puisqu'il y a beaucoup de questions. Donc, Monsieur Martinez, vos réactions. Ouais, merci beaucoup. D'abord, je tiens à remercier Fabienne pour l'explication. Ce n'est pas la première conférence que j'assiste sur le métavers. Comme vous l'avez dit, c'est quelque chose qui aujourd'hui est très à la mode, mais je pense que vous avez été extrêmement précise, pédagogique et pertinent dans ce que vous avez proposé. Je pense que ça fait une belle mise en jeu de ces nouveaux phénomènes. Je vais réagir rapidement à ce que vous avez dit sans me considérer un expert, mais on s'y intéresse vraiment à ce nouveau espace. Non, je ne pense pas que ce soit une mode. Je pense que c'est presque une conséquence logique de l'évolution de la technologie que nous assistons depuis une vingtaine d'années, probablement. Vous l'avez dit, il y a des grandes corporations qui se sont mis d'une manière ou une autre et qui avancent fortement, qui n'étaient pas très considérés parce qu'on les cornérissait sur cet univers du gaming et on disait c'est du jeu, personne ne s'intéresse vraiment, il n'y a que les personnes qui jouent qui sont dedans et ça ne va jamais avoir un impact global dans la société. Ça, c'est du sérieux, ça, c'est d'autres choses. Et finalement, on a vu que pendant ces périodes de Covid, on a assisté à une espèce d'accélération et des mélanges de ces univers. On a vu d'un côté une espèce d'évangélisation massive des personnes qui ont découvert les gaming faute d'autres choses à faire parce qu'ils étaient enfermés, parce qu'ils étaient en chômage partiel. Hein. On a vu dans nos pays, comme on a vu des millions de gamers qui ont arrivé juste les moments où ils s'étaient enfermés sans travail. Et au même moment, cet univers qui est un peu hybride, s'est aussi développé beaucoup autour des personnes qui sont mis à télétravailler. Et donc, ils sont découvert rapidement les limites de la technologie web que nous avons aujourd'hui, avec toutes les frustrations qu'on vit tous les jours, d'avoir une réalité qui est transformée en un écran face à nous, qui est très, très peu convivial, qui a ses limites, qui c'est assez exaspérant de temps en temps. Donc, on voit bien que ces deux univers des nouveaux mondes virtuels qui peut à la fois être un univers de jeux, d'épanouissement, des créations, mais aussi une promesse pour les sociétés pour créer des univers plus pertinents pour la collaboration et les partages. On sent que ça, d'un coup, ça devient beaucoup plus matériel. Et on voit ça, c'est accéléré, et évidemment très soutenu par les capacités des puissances des calculs qui sont autour de la data et du cloud, qui se développent à une puissance incroyable. Donc, on voit ça arriver. Honnêtement, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui va arriver tout de suite d'une manière très massive. Je pense qu'on est en train de démarrer un nouveau cycle vers un nouveau type d'interaction virtuelle autour de ce qu'on appelle Web 2.0, au 3.0, il y a certains qui appellent ça. Mais je pense qu'il y a des choses, par contre, qu'on va voir arriver et ça commence à devenir très matériel. Et vous l'avez donné ces mots anglais, les NFT. Pour les coups, je pense que c'est quelque chose qui est déjà là.
ça commence à se développer énormément. Que nous, on regarde ça comme une belle opportunité parce que c'est un espace de créativité et d'opportunité de développer des talents de tout type de tout type d'art. Hein. On parle de la création, on parle de la photo, on parle du partage de tout type des créations artistiques et bien d'autres. Et sont quelque chose qui on voit qu'il y a un intérêt énorme qui se développe, très poussé pour l'instant pour ce phénomène de la crypto-monnaie, pour lesquels on a parfois mal à comprendre tout et parfois ça fait un peu peur parce qu'il y a ces côtés très spéculatifs qui est très mis en avant avant tout, mais que dans le fond, il y a une technologie qui permet de développer ce type d'activité que sans ça, ça aurait été presque impossible de les faire. Je ne pense pas que vous l'avez cité, mais il y a quelque chose que je trouve qui est hyper intéressant dans cette technologie de blockchain liée à la NFT et la création, c'est ce concept de smart contract. Oui. Et ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire que quand il y a une création, quand il y a une NFT, en fait, d'origine, il y a un code qui peut relayer à vie les créateurs et la personne qui les détient, et intéresser à vie s'il y a des transactions autour de cet objet, disons comme ça, on peut écrire dans la définition que le créateur il va être toujours rémunéré. Et ça, c'est quelque chose que je pense qu'on voit aujourd'hui l'importance de la rémunération de la création et contre les spéculations et beaucoup de choses qu'on voit dans beaucoup d'industries. Je trouve que c'est, parfois on dit que la technologie nous amène qu'il y a des risques, et je pense que parfois il peut nous amener aussi des choses qui sont extrêmement intéressantes. Moi, comme vous l'avez dit, Edgar, parfois il y a plus de questions que des réponses, mais moi j'ai l'inquiétude, et j'aimerais bien vous écouter, Fabien, sur ça, c'est ce sujet de persistance. Évidemment, les persistances, c'est quelque chose qui peut nous interpeller beaucoup parce que un certain temps, on fait partie de quelque chose, on va y mettre individuellement et collectivement de nous-mêmes, la réputation de nos sociétés, l'identité de nous-mêmes, de nos équipes. Et en fait, moi, ce sujet des identités, avatar ou autre, et la responsabilité de ces identités, moi, ça m'interpelle. C'est-à-dire qu'on fait partie de ce monde virtuel, un monde virtuel qui va vivre sans nous, et pour lequel nous ne sommes pas en contrôle, effectivement, de ce qui se passe quand nous ne sommes pas là. Et à quel moment ça peut avoir un impact vraiment important pour nos responsabilités à titre individuel et collectif, sur la réputation de nos sociétés. On parlait de la raison d'être, et j'y viens tout de suite. Mais moi, c'est quelque chose que je pense que ce n'est pas du tout aujourd'hui regardé. C'est comme, en comparaison un peu idiot, mais comme on dit que la voiture est autonome, mais qu'est-ce qui se passe s'il y a un accident? Qui est responsable de cet accident? Est-ce que c'est les robots? Est-ce que c'est les chauffeurs? Est-ce que c'est les fabricants de la voiture? Qui sait? Je pense qu'il y a des nouvelles questions qui vont arriver autour de l'identité, la nouvelle identité digitale qu'on va avoir dans ce nouveau métavers, que je pense que ça va interpeller énormément dans le futur. Après, pour finir, pour la raison d'être, moi, je pense qu'on est au début de ces mouvements de la raison d'être. Parfois, il ne faut pas confondre le bien fondé, l'importance de la raison d'être avec des sujets pratico-pratiques de l'inclusion de la raison d'être dans ces statuts. Et je pense que parfois, on dit que la raison d'être, c'est un échec. Je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, il faut libérer les contraintes pour qu'on passe de la raison d'être à avoir une société à mission. Et je pense que c'est là la difficulté. Et là, aujourd'hui, je pense qu'il y a un mouvement qui va s'enclencher pour convaincre tous les parties prenantes des sociétés. Et c'est parfois même pas les managers qui sont en résistance, parfois c'est les organes de gouvernance qui ne comprennent pas trop et qui ne veulent pas prendre des risques. Et on entend beaucoup. Et des mauvais exemples qui sont venus dans la planète, qui ne nous ont pas aidés à accélérer. Mais je pense qu'il a raison d'être aujourd'hui. Il est très sollicité, il est très apprécié par les collaborateurs parce que ça donne du sens à l'action de l'entreprise dans un monde qui a besoin du sens. Et je pense que vous l'avez dit, je pense qu'aujourd'hui, on a une responsabilité à titre individuel, mais aussi comme patron de nos groupes, d'être sûr qu'on a un bon alignement entre les intérêts de toutes nos parties prenantes, mais aussi l'impact à long terme que la société peut avoir. Et donc, la raison d'être, je pense qu'aujourd'hui, elle est presque fondamentale. Sans ça, on risque d'être probablement perdu dans un métavers autre et perdre l'engagement de nos collaborateurs et aussi l'intérêt de nos clients. Donc, typiquement pour Fnac Darty, ces nouveaux mondes, ça nous anime à continuer dans cet effort d'éclairer les consommateurs, d'accompagner l'autonomie, d'être sûr que
on ne rentrait pas dans une espèce de monde qui est contrôlé par des grandes plateformes sous lesquelles finalement nos choix est, de manière un peu paradoxale, il n'est pas très large, à la limite est très limité parce qu'il est limité par la technologie. Et donc, nos raisons d'être, typiquement, on la voit bien, à la fois l'usage de la technologie, ça nous permet d'aller encore plus vite et plus loin dans l'impact qu'il peut avoir, mais aussi ça révèle des nouvelles opportunités pour les groupes continuer à revendiquer sa position dans la société. Et c'est là comme ça les voit. Donc, moi, j'aimerais bien vous écouter, si vous êtes bien, sur cette question de l'identité. Est-ce que vous avez réfléchi déjà et où est-ce qu'il nous amène nos responsabilités dans des avatars qu'on ne contrôle plus? Si Jean-Marie me redonne la parole. Oui, je vais te la redonner dans quelques instants. Simplement, je reprécise que après cette première prise de parole par Alexandre Menet et Enrique Martinez, des personnes qui participent aujourd'hui peuvent bien évidemment intervenir. Et donc, pour cela, elles peuvent poser des questions dans l'espace de chat ou lever la main pour pouvoir apporter un commentaire en direct. Et je leur passerai bien volontiers la main. On est parfaitement dans le timing puisqu'il nous reste une bonne quarantaine de minutes pour tenir le timing de 10 heures. Donc, je remercie déjà à la fois Fabienne, de nouveau Alexandre et Enrique pour avoir tenu les temps de parole. C'est quand même très important pour permettre à tout un chacun de pouvoir s'exprimer. Et Fabienne, merci donc d'apporter des éclairages par rapport aux deux propos d'Alexandre et d'Enrique. Alors, des éclairages, je pense que les propos d'Alexandre n'en méritaient pas, puisque c'était vraiment, on était vraiment en phase, je pense. Je pense que la question d'Enrique est extrêmement intéressante parce que, et là, du coup, je vais réutiliser un terme évoqué par Alexandre, pour qu'il y ait civilisation, il faut qu'il y ait sédimentation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet univers persistant est potentiellement porteur d'une nouvelle civilisation. Et ça, je pense qu'on ne maîtrise pas suffisamment ces aspects-là. Donc ça, je pense que c'est un premier élément qu'il faut qu'on garde vraiment à l'esprit, parce que ça va rejoindre votre question, Enrique. C'est la question de l'identité et de la responsabilité. Moi, j'avoue que ma source, j'ai presque envie de dire journalière d'émerveillement, c'est un vieil auteur, un grand historien qui s'appelle Joseph Toynbee, du 19e. Et chaque fois que je le relis, je découvre des réponses aux problèmes qui se posent aujourd'hui. Et Toynbee a beaucoup parlé dans son principal ouvrage, qui fait quelques milliers de pages, des minorités créatives, en disant une civilisation commence à s'effondrer lorsque ses cadres dirigeants ne donnent plus la parole aux minorités créatives. Et à ce moment-là, comme lui l'érige en loi naturelle et dit, lorsque ces minorités créatives n'ont plus accès à la parole et à la capacité de transformer une civilisation pour la faire évoluer, alors cette civilisation implose, s'effondre sur elle-même, de manière à ce que ces minorités viennent de l'extérieur. Les migrants, les nomades, les sauvages. Les grands termes du 19e. Donc je pense qu'il faut nous interroger sur la manière dont cette civilisation du métavers va évoluer. Quels vont être ces migrants, quels vont être ces nomades, quels vont être ces sauvages, quelles vont être ces minorités créatives et où ces minorités créatives vont-elles emmener ce monde? Vous savez qu'on commence à parler, alors évidemment en 25 minutes, c'était quand même assez une gageure. J'avoue que j'ai maudit Edgar pendant plusieurs jours en réfléchissant à ce sujet, en me disant mais comment est-ce que je vais tenir dans cet espace de temps, parce qu'il y a tellement de choses dont il faut qu'on parle. Je pense notamment aux espaces liminaires. Vous en avez tous entendu, j'imagine. Ce sont vraiment on parle du métavers qui est donc dans le virtuel complet, on parle du physique qui est physique, et entre les deux se développent ce qu'on appelle ces fameux espaces liminaires. Et dans ces espaces liminaires, eh bien, la valeur ajoutée vient de la combinaison entre le virtuel et le réel. Et déjà ça nous transforme.
Alors, je vais donner l'exemple le plus basique qui soit, mais que tout le monde verra. À chaque fois que vous utilisez votre GPS, vous cessez de regarder l'univers que vous avez autour de vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis la nuit des temps, les êtres humains se sont dirigés à la reconnaissance de la carte du territoire. D'accord? Mais jusqu'à présent, cette carte du territoire était une carte qui représentait le territoire. À l'œil, on pouvait reconnaître des choses. Vous pouvez reconnaître qu'un building s'est créé là où vous tournez sur la route, etc. Aujourd'hui, vous ne regardez plus ce territoire. Vous ne voyez plus qu'une carte qui symbolise le territoire, mais qui ne représente plus le territoire. Ça va faire partie de notre prochaine identité. Alors, c'est pas un drame, hein, on a perdu d'autres choses. Je vous rappelle quand même que, accessoirement, on utilisait les phéromones pour s'accoupler voici quelques centaines de milliers d'années, et qu'aujourd'hui, ce n'est plus exactement notre principal critère de sélection naturelle, si j'ose dire. Hein. Mais on est dans le même ordre d'idées, c'est-à-dire que nous sommes en train de nous représenter le monde autour de nous d'une autre manière que ce qu'il est à travers nos yeux. Donc, moi, je suis dans l'incapacité de vous dire quelle va être l'identité du métaversien. Parce que le métaversien est tellement différent de nous. Je vais être très honnête avec vous. En général, je ne fais des études que là où, comme tout un chacun, hein, je suis financé pour le faire. Hein, et sur le métavers, actuellement, il n'y a pas beaucoup d'études sérieuses hein, sur la question. Donc, on le fait à minima. Et sur les NFT, à un moment donné, quand même, j'ai trouvé que c'était un peu difficile. Les crypto-monnaies, je pataugeais quand même un peu. Bien, vous savez qui m'a éclairé? Un jeune cousin de 16 ans qui investit depuis 2 ans tout son argent de poche dans les cryptos, dans l'achat de NFT, et qui m'a expliqué comment ça fonctionnait. Un enfant de 16 ans à moi. C'est ça l'identité aussi. C'est que certains d'entre nous n'accepteront pas de se faire apprendre des choses par la génération qui suit, parce qu'il y a un écart massif. Vous dites 16 ans, mais il ne comprend rien au monde. Mais si, il comprend un monde, mais un monde qui n'est pas le nôtre. Et tout l'effort d'investissement qu'il a fait dans ce monde-là, il ne l'a pas fait dans le nôtre. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Et je pense que cette notion d'espace liminaire, il faut absolument qu'on soit vigilant parce que ça va être le seuil de passage entre ces deux mondes. Si on ne les oblige pas à rester au moins un peu dans ce monde-là, ils risquent de basculer dans l'autre à une vitesse qui va nous dépasser parce que le monde réel que nous leur offrons, c'est quand même pas, on va dire, l'utopie. C'est difficile de répondre à votre question en peu de temps, mais non, mais merci, ça donne des notes d'éclairage. Si je me permets, je suis d'accord, je pense qu'évidemment, c'est qu'au début, c'est extrêmement complexe. Moi, je ne suis pas sûr que les jeunes à 16 ans, ils comprennent tout. Ils prennent ça comme une espèce de jeu, comme les mêmes manières qu'ils font des paris en ligne pour jouer. Et en fait, il y a ce phénomène très spéculatif des crypto-monnaies qui s'est adossé à ce sujet de métavers et parfois on mélange tout. Et en fait, quand tu interroges à des jeunes qui font ce type de gestes, ce qui les attire, c'est la capacité de faire de l'argent très, très vite et ces côtés très spéculatifs. Mais quand vous demandez ce qui est derrière, je ne suis pas sûr qu'il soit… En tout cas, je pense que vous comprenez beaucoup mieux que n'importe quel jeune de 16 ans, déjà. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que, rappelez-vous, quand les réseaux sociaux ils ont arrivé, ça ne fait pas si longtemps que Facebook est arrivé, et puis les autres, et on a vu ça comme une énorme opportunité de connecter des personnes. C'est quelque chose qui a transformé la société d'aujourd'hui. On voit d'aujourd'hui, j'ai vu des statistiques en Europe, des personnes qui passent plus de 5 heures par jour, et donc des pays qui… il y a une couche de population qui passe plus de 7-8 heures par jour connectées dans ces réseaux sociaux. Et on parle beaucoup de Facebook, Twitter, mais il ne faut pas oublier les TikTok et Snapchat, il y a énormément de ça. Et moi, il y a quelque chose qu'on a appris, c'est que cet espace, ça cache énormément des problèmes aujourd'hui, des haines, vous avez parlé des dark web, et combien de temps les législateurs ils sont encore derrière ce phénomène pour imposer à ces réseaux, pour contrôler ça,
parce que ça a un impact pour la vie réelle. En fait, tout ce qui se passe dans ces mondes-là, ça a un impact aussi dans la vie réelle. Le harcèlement qui se fait dans les réseaux sociaux, ça a un impact réel, physique, des conséquences très graves sur la vie réelle. Donc, moi, ma question de l'identité, c'est si on va être tous anonymes, mais ça va avoir des conséquences très graves pour la société, qu'est-ce qu'on va attendre à nouveau dans ces nouveaux mondes pour que les conséquences soient encore plus graves que ce qu'aujourd'hui? Je dirais que c'est une question sociale qui est hyper pertinente et qu'on ne peut pas laisser ça seulement au domaine de la technologie va trouver son schéma. Non, je pense que malheureusement, ça peut aller dans les mauvais sens. Et il faut qu'on soit tout de suite très éclairé sur les conséquences qu'il peut avoir pour nous et pour nos sociétés. Merci pour ces propos échanges. Donc, je passe, comme j'avais promis, la parole aux personnes de l'assistance. Et la première personne à avoir levé la main, c'est Delphine Lancel. Bonjour tout le monde. Oui, moi, quand on a décidé de faire ce sujet-là, j'ai essayé de réfléchir à long terme et je me dis, voilà, si ça marche, si cette histoire de métaverse fonctionne, moi, mon inquiétude, c'est que ça devienne un monde un peu fantasmé où on va pouvoir développer des capacités les uns et les autres qu'on n'aura jamais dans la vraie vie. On parlait déjà d'avatar, donc pourquoi pas inventer des super pouvoirs, on peut déjà voler. Et donc je me dis, et c'est pas qu'une question de génération, ça sera une question tout court pour tout le monde, c'est que la vie réelle va plus valoir le coup d'être vécue. Et donc on parle d'impact sur la vie réelle, moi je pense que ça peut être même une vraie catastrophe au point que les gens ne vont vivre qu'à travers le métavers, vont devenir physiquement impotents. Enfin, je veux dire, j'essaye de pousser loin la réflexion. Et moi, j'ai vu un film qui m'éclaire là-dessus, qui est Clone, avec, comment il s'appelle, Bruce Willis. Alors, c'est pas tout à fait le métavers, mais ils ont inventé des avatars qui remplacent, enfin, qui vont vivre la vie des vrais gens à leur place. Donc moi, là, j'ai tout de suite pensé à ça et je me dis, mais on va vers une cata parce que déjà, les réseaux sociaux font de nos jeunes des gens qui font plus de sport. Moi, des fois, je disais en blaguant et je me fais engueuler à chaque fois que je dis ça, mais c'est pas grave, je vais le dire quand même, c'est que si on se fait envahir, c'est pas eux qui vont nous sauver parce qu'ils savent plus courir, ils peuvent même pas se sauver eux-mêmes, ils ont des capacités physiques voilà, qui sont déjà un peu atteintes parfois. Donc, si maintenant le nec plus ultra, c'est de vivre à travers un monde virtuel complet, c'est-à-dire, tu l'as super bien expliqué, Fabienne, franchement, moi j'y vois une cata potentielle. Voilà. Et je pense que les Russes, les Chinois et tout ça ne feront pas cette erreur. Donc, à bon entendeur, salut. Moi, je préfère être un peu rentre-dedans maintenant. Mais moi, par exemple, quand je m'aperçois qu'on peut voler dans le métavers, même moi, là, qui vous dis tout ce que je vous raconte, je trouve ça génial. Donc, la probabilité qu'on plonge tous et qu'on s'invente des super pouvoirs, une silhouette de rêve, bref, on est tous fantasmés, magnifiques, sublimes, alors qu'en vrai, bon, non, on voudra vivre là. Moi, je le vois. Enfin, alors peut-être que j'exagère, je ne sais pas. Voilà, moi, ma crainte. Delphine, pour ce commentaire. Je propose qu'on écoute maintenant Valérie Griezin et puis ensuite on pourra, nos trois intervenants, peut-être réagir par rapport à ces propos, ces commentaires, ces questions. Valérie ? Voilà. Bonjour à tous. Fabienne, un très grand merci pour ta présentation, effectivement très, très éclairante et très didactique. Et merci également à Andrique et Alexandre. Moi, j'avais envie de construire, en fait, sur une formule d'Alexandre qui est de dire il s'agit plutôt de civiliser que de réguler. Et je pense que dans ce point-là, une des questions à explorer, c'est celle que rappelait Simondon, qui est un philosophe qui a beaucoup pensé le phénomène technique et le développement des techniques au siècle dernier, et qui disait que tout système technique est porteur de valeur. Et donc, un système technique n'est jamais neutre. Et évidemment, une technologie n'est ni bonne ni mauvaise en elle-même,
mais elle actualise un certain type de valeur. Et je pense que la question qu'on peut aussi se poser par rapport à cette évolution du métaverse, sans savoir effectivement, comme vous le disiez, Fabienne, si ça va prendre vraiment ou dans combien de temps ça va prendre ou dans quelle ampleur. Moi, je pense quand même plutôt que ça va prendre. Mais même sans se poser encore cette question-là, puisque c'est l'avenir qui le dira, en la matière, il me semble que prévenir vaut mieux que guérir. Or, les réflexions sur les évolutions culturelles, on le sait dans nos organisations, vont toujours beaucoup plus lentement que les évolutions technologiques. Et c'est une des grandes difficultés d'ailleurs, je pense, à laquelle est confrontée notre époque, c'est que l'explosion ou le développement exponentiel des technologies numériques fait prendre du retard, si je puis dire, by design, fait prendre du retard à l'exigence de réflexion que l'on a sur les usages de ces technologies. Et donc là, moi, j'aurais envie de faire un petit peu un appel qui est de dire comment on peut ouvrir, à côté de l'espace du métaverse, un espace réflexif, un espace qui anticipe tout ce questionnement sur non pas quel sera le monde de demain, mais quel monde voulons-nous pour demain, qui déplace un peu la question et qui demande de réfléchir à partir de quelles valeurs structurantes on veut utiliser ces technologies. Si on ne le fait pas, effectivement, parce qu'on peut déjà écrire l'histoire si ça se développe, nous aurons tous les effets indésirables, sans doute les effets désirables, mais aussi les effets indésirables que vous avez cités. Et nous serons obligés d'entrer dans une démarche de régulation massive, a posteriori, qui nous amènera à un contrôle renforcé, à une normalisation des usages. Et derrière la normalisation, il y a aussi une normativité et donc une contrainte aussi potentiellement manipulatoire. Donc, en tout cas, dans des pays où les valeurs démocratiques prévalent, il me semble qu'une réflexion citoyenne sur ce que nous voulons et ne voulons pas dans les usages de ces évolutions technologiques, en anticipant sur les répercussions que cela peut avoir sur nos équilibres de société, est un sujet, à mon avis, à associer à toute réflexion sur le métaverse. Et là, pour moi, cela rejoint également, en tout cas, un certain mouvement autour de la raison d'être. Ça rejoint en tout cas les engagements sincères, et il y en a, autour du développement de la raison d'être, de dirigeants d'entreprises tout court et d'ensemble des collaborateurs dans les entreprises qui ont envie, au travers de leur travail, de contribuer à de meilleurs équilibres de société et dans le respect, effectivement, du futur, enfin, dans le respect des générations futures. Voilà. J'avais envie de partager. Il me semble qu'il faut faire attention à la limite aussi de la régulation, et on va très vite actuellement. Beaucoup d'articles sortent sur cette question de la régulation, sur cette question du contrôle, sur cette question de la sécurisation, etc. Mais à partir de quelles valeurs voulons-nous développer ces systèmes de régulation? Merci Valérie. Donc il y a également Yann-Étienne Legal qui souhaite faire un commentaire. Et je demande aux participants qui ont donc posé leurs questions ou exprimé leurs commentaires de retirer leur petite main pour me permettre de faire le suivi. Petite remarque. Et je voudrais simplement également, avant de passer la parole à Yann-Étienne, essayer de redemander aussi potentiellement aussi bien à Enrique qu'à Alexandre par rapport aux utilisations potentielles du métavers telles que Fabienne nous les a un petit peu présentées, entre autres dans le domaine des RH.
Et je prends ce domaine-là parce que nous avons également ce matin bon nombre de DRH. Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez déjà réfléchi pour faciliter la vie RH de votre entreprise, la formation et autres? Et peut-être également, dans certains cas, également proposer sur du prototypage. C'est vrai que demander à des collaborateurs, par exemple, avec des clients, d'imaginer le futur magasin de Fnac Darty, je prends cet exemple-là, hein, et de faire vivre pendant un certain temps dans le domaine virtuel avant de voir dans le monde réel. Est-ce que c'est envisageable, possible? Et donc, voilà, c'est des questions supplémentaires par rapport maintenant à la parole de Yann Etienne. Yann Etienne, à toi. Ouais, alors je ne sais pas si Fabienne pourra répondre à toutes nos questions et nos interventions, peu importe, mais on alimente le débat. Moi, je voulais revenir sur l'espèce de gageur quand même, et revenir à la raison d'être, gageur du débat entre métaverse et raison d'être, parce que c'est quand même, de mon point de vue, hein, mais ce sera intéressant qu'on en discute si on a le temps, assez antinomique, parce que alors, je suis sans doute influencé par le filtre de mon entreprise qui est le groupe Rocher, hein. Je suis DGA du groupe Rocher. Donc, on a été les premiers à être entreprise à mission au sens de la loi Pacte en France. Et puis, on a une mission qui est la reconnexion à la nature. Reconnect people to nature. Et donc, on voit bien que, et ça m'amène aussi à parler de la jeune génération, mais ce qu'on ressent, en tout cas nous, hein, c'est que cette volonté, cette soif de sens, bon, qui, je pense, s'exprime dans toutes les sociétés, elle est assez liée chez nous quand même à la recherche et très forte dans les jeunes générations qui, à travers ce Covid, ont aussi beaucoup souffert de l'éloignement, du télétravail massif, etc., etc. C'est la volonté, au contraire, de se retrouver, de retrouver du lien humain, de la connexion humaine physique les uns avec les autres. Donc ça, c'est le lien effectivement entre humains et pas virtuel, hein, réel, où il y a une aspiration très très forte et se conjugue chez nous, filtre supplémentaire de notre raison d'être ou de notre mission, l'aspect nature, puisque effectivement, nous, on a tout axé là-dessus, on a développé une Nature Academy, on fait une marche de la reconnexion et on explique que ce qui va sauver finalement, je vais très vite et un peu loin, l'humanité, c'est la reconnexion des gens avec la nature. Se la réapproprier, la comprendre, vivre dedans, la toucher, prendre la terre, d'accord? Et c'est parce qu'on n'a plus ça que finalement, on s'est coupé de là où on vient finalement, hein, qui est la nature, et que du coup, on a beaucoup de mal à la traiter de manière digne, et ce qui explique les problématiques de pollution, d'impact carbone, etc., etc. Bon. Donc, effectivement, ça nous est quand même un peu compliqué d'aller vers les mondes virtuels à fond, le métaverse à fond. Je ne parle même pas, vous l'avez rapidement évoqué, de l'impact carbone que ces serveurs massifs induisent. Donc, on n'est vraiment pas dans l'humanisme écologique, là, hein. Bon, donc, et ça, pour le coup, c'est aussi une tendance de fond. Donc, il me semble que là-dessus, il y a une antinomie et qu'il y a potentiellement une fracture dans, en tout cas, les jeunes générations qui peuvent aspirer à, finalement, nous, ce qu'on porte, hein, c'est-à-dire les gens, l'humain, la nature, et en même temps, finalement, évoluer aussi dans ces mondes virtuels qui peuvent leur amener d'autres types de sensations, outre le fait qu'on voit en ce moment beaucoup l'aspect, effectivement, vous l'avez dit, mercantile, des investissements rapides que l'on peut faire en Bitcoin ou dans des NFT en espérant des gains futurs. Bon, donc voilà un petit peu ma contribution et mon raisonnement sur. On voit bien que le sujet est éminemment intéressant parce qu'il est au centre effectivement de tendances sociales, sociologiques extrêmement puissantes et parfois, je pense, de hiatus, hein, clairement, hein, qui existent dans la société où l'on vit aujourd'hui.
Merci Yann. Je prendrai Véronique Toulou. Après, j'aimerais déjà qu'on puisse demander à Enrique, Alexandre et Fabienne de pouvoir apporter leur éclairage par rapport à ces différents témoignages, questions, remarques, ou également vivre la réalité de métavers en entreprise aujourd'hui par rapport à tout ce qui vient d'être dit. Et c'est vrai que le lien réel virtuel est toujours une grande problématique. Et on espère quand même, je fais un petit commentaire en aparté, que nous n'allons pas être que des avatars. Voilà. Peut-être rapidement, et après je laisse la parole à Alexandre et Fabienne. Moi, j'ai assisté à des démos dans ces mondes méta et peut-être sous des sous-sages, des travails collaboratifs, des réunions virtuelles. Je pense que ça promet beaucoup, mais je ne pense pas que la technologie, c'est encore mature. Je pense que là, on s'inscrit vraiment dans la durée et on peut s'imaginer comment on peut rendre cette monde hybride entre les virtuels et les physiques un peu plus convivial qu'elle est aujourd'hui. Ça pose énormément des problèmes. Je pense que l'expérience, c'est qu'on a réussi pendant une période qui nous a forcé à être en mode virtuel comme on l'est aujourd'hui. Et dès que tout le monde en virtuel, ça a un propos très limité, mais ça fonctionne. Mais dans la vie réelle, quand on commence à mélanger des sous-sages et des physiques, la technologie aujourd'hui, il est assez handicapant, il est très peu performant. Donc là, on sent qu'il y a des choses qui vont arriver. Je ne pense pas que ce sont des choses pour lesquelles aujourd'hui, il faut sauter tout de suite. Je pense qu'il y a un long schéma encore pour que la technologie soit un peu plus mature. Par contre, il y a des choses, vous l'avez dit, sur la réalité virtuelle, la réalité augmentée, sur lesquelles il y a déjà des vrais cas d'usage. Nous-mêmes, on utilise, par exemple, pour la conception d'une cuisine. Ce sont des choses que, aujourd'hui, quand vous projetez la cuisine que vous allez faire chez vous dans une Darty, on est capable de vous faire un dessin et vous projeter chez vous et vous visualisez, vous, dans un nouveau monde. Et ça, c'est des choses qui, pour beaucoup de monde, ça les aide à avoir une projection très précise de ce que ça va être et pouvoir parfois interagir avec un écosystème qui s'est créé. Ça, c'est un usage que pour nous, ça nous semble assez évident. Et puis, il y a une autre, c'est celle de la formation. On sent que la formation à distance qu'on développe de plus en plus, dans un écosystème de réalité virtuelle, ça permet d'être probablement beaucoup plus pertinent et pédagogique qu'il est aujourd'hui, celle de la distance. Avec un remarque, c'est tous ces masques qui existent aujourd'hui sont assez invasifs et pas tout le monde il arrive à tenir plus que quelques minutes immersé dans cette technologie. Donc, il y a un sujet de comment la technologie va évoluer pour être plus souple, pour qu'on la puisse porter plus que 10, 15, 20 minutes, que je pense que c'est la moyenne aujourd'hui. Donc, voilà des usages pratiques sur un monde, mais pour lesquels je pense qu'on verra, on est qu'au début de comment la technologie va nous faciliter les interactions avec nos clients et nos collaborateurs aussi. Peut-être un point, effectivement, moi je suis tout à fait d'accord sur ce que vient de dire Enrique, c'est ce qui est fabuleux avec le numérique, c'est que en fait, c'est les usages. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore et qu'on découvre. Et ça, je trouve ça, et on voit bien que le potentiel, en fait, il est énorme. Et notamment, moi, j'insiste sur l'aspect créatif, ce qui a été dit tout à l'heure aussi est très juste, mais la métaverse, c'est vraiment un espace pour la création. Et les artistes, moi je considère que de toute façon, le numérique et le monde dans lequel on est, l'évolution du 21e siècle, ce sera le monde des artistes. Et donc, on aura, en effet, on a un terreau, on a une facilité, en fait, finalement, et c'est pas étant, j'utilise le mot, ce sont des facilités. C'est des facilités qui sont en train de se créer et qui créent aussi derrière la dépendance. Vous savez, il y a une notion en droit de la concurrence qui s'appelle la facilité essentielle. Et donc, en fait, on est dans un écosystème. Et j'insiste sur l'écosystème parce que c'est ce qui, aujourd'hui, et là, je suis un petit peu en désaccord parce que pour ça, moi, je considère qu'il y a un vrai... on peut mesurer l'impact de sa raison d'être justement dans la métaverse par la richesse de l'écosystème qu'on est en train de créer. Ça, c'est fondamental, que ça soit l'attraction des talents, que ça soit tous ces sous-traitants, tous ceux qui vont participer en fait à l'enrichissement. Là, je regardais moi comment on fait un peu des espaces sur la création et notamment vraiment c'est plus un aspect pictural, mais sur des baskets, etc., qui sont en train de se passer sur un métavers. Je trouve ça fabuleux en fait. C'est extraordinaire. Franchement, enfin, il y a quelque chose d'assez incroyable. Donc là, pour moi, il y a une vraie richesse d'écosystème qui va permettre justement
à mon avis, de revendre. Et la raison d'être sera justement un vrai trait d'union, de dire je participe à cet écosystème parce que je me reconnais dans la raison d'être de cet écosystème. Et tout à l'heure, pour répondre aussi à Valérie, moi je trouve qu'il y a un aspect essentiel en effet. J'avais, il y a 4-5 ans, fait une contribution où justement, moi j'appelais les grands acteurs du numérique en fait, à une espèce de contrat social, qui se rend compte en fait de la mission qu'ils ont aujourd'hui. Et je pense alors ça fait rire un peu toujours tout le monde quand on rappelle la notion de contrat social, mais c'est ça dont on parle. Dans le contrat social, en fait, il y a la notion, avant tout, c'est pas forcément de la régulation, c'est de la responsabilisation en fait. Et c'est ça qui est clé. Et moi, ce qui m'effraie juste, et après je laisserai la parole à Fabienne, c'est que, et on a eu l'occasion d'en parler en fait à quelques reprises, je crois, c'est si vous regardez finalement les visions des grands acteurs, en fait, des GAFA sur le monde de demain, c'est ça qui est effrayant. Et c'est ça, moi, qui me fait le plus peur. Et là, je suis tout à fait d'accord sur le fait que on développe quelque chose et on est porteur de valeur dans le développement de ce qu'on est en train de faire. Et si vous regardez les visions, je les caricature, entre à la fois, il faut aller sur Mars parce qu'en fait, la Terre, c'est terminé, à la fois, c'est la science va nous permettre de répondre à tout, ou même encore, et c'est la notion de Facebook en ce moment qui est effrayante, c'est « et si on n'était pas les derniers ?» Voilà, c'est ça en fait le vrai enjeu. Et donc pour pouvoir responsabiliser tout ça, c'est peut-être effectivement cette idée de se dire, il y a un contrat social. On ne pourra pas, et je termine là-dessus, moi je le vois, pardon, avec les relations qu'on peut avoir avec Google, quand toutes les affaires que j'ai pu traiter en fait à l'autorité de la concurrence, à un moment donné, en fait, on voit bien que la seule moyen de pouvoir effectivement faire avancer, faire progresser, c'est de responsabiliser en fait ces acteurs. Excusez-moi, Fabienne. Oui. Excusez-moi. Fabienne, un petit mot rapide, s'il vous plaît, parce que je vais demander aux deux derniers intervenants de poser leurs questions et je vous donnerai à vous trois, donc Enrique, Alexandre et vous, Fabienne, en dernier, le mot de la fin, comme on approche de 10 heures. Je vais juste rajouter une couche à ce que viennent de dire les deux précédents intervenants avec lesquels je suis tout à fait d'accord. C'est que d'une part, je pense qu'il faut accorder de plus en plus d'attention aux espaces liminaires parce qu'ils constituent la réponse à bon nombre de choses qui viennent d'être évoquées ici, notamment avec la question de l'hybridation. Je pense qu'il faut qu'on retourne à ce qu'est l'alien gen. Alors, j'ai eu l'occasion d'en parler dans diverses chroniques sur RHM, je ne vais pas le redévelopper ici, mais je pense que l'alien gen est fondamentalement une génération hybride. Je pense que ce ne sont pas des jeunes qui veulent vivre demain dans le métavers, il faut vraiment être réaliste. Ils veulent par contre y passer du temps, ils sont prêts à y travailler pour certains d'entre eux, mais ça ne veut absolument pas dire qu'ils ne veulent pas se reconnecter avec la nature par ailleurs, etc. Et ils tricotent le et pas contrairement à ce que nous avons fait, le ou. Donc ça, je pense que c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on peut sauver la nature grâce à la réalité augmentée, par exemple. Je me ferai un plaisir de vous en parler si vous le souhaitez. On peut améliorer la durabilité et tout ce qui est la transformation vers la durabilité grâce à la simulation et au design thinking qu'on peut trouver dans la réalité virtuelle. Ça, c'était juste pour illustrer la question de l'hybridation. Je pense ensuite qu'il ne faut jamais oublier que l'être humain est fondamentalement un animal. C'est-à-dire que cet animal est régi par des lois psychologiques, sociologiques, etc. Et parmi celles-là, il y en a une qu'on oublie toujours, c'est que les deux seuls moyens d'apprentissage profond sont le jeu et le mimétisme. Et le mimétisme, fatalement, il sera humain parce que le langage corporel, parce que tout ça ne se retransmet pas par une machine. Et par contre, l'apprentissage par le jeu, oui, le jeu peut être parfaitement virtualisé. Et je pense que là encore, ça nous conduit vers ces espaces liminaires. Et dernier point, eh bien, je répondrai à Valérie sur la question de la normativité. Je pense que c'est un enjeu de civilisation majeur, mais qui témoigne aussi du déclin, je suis désolée de le dire, mais du déclin civilisationnel dans lequel nous sommes. Et là encore, en référence à Toynbee, quand une civilisation ne s'interroge plus sur ses valeurs ou ne veut plus s'interroger sur ses valeurs, il y a des vraies questions à se poser. Et je vous rappelle que la prospective normative est morte avec l'entrée dans le 21e siècle. Donc, voilà. Et oui. Merci Fabienne pour. C'est pas encore le mot de la fin puisque je vais vous redonner la parole dans quelques instants. Ça aurait pu.
Mais je voudrais demander à Véronique Touly et en premier, voilà, Véronique, si elle peut se retirer, donc prendre son micro et s'exprimer. Merci. Oui, bonjour. Fabienne, c'est une question pour vous. Est-ce qu'on voit une place pour le spirituel et les religions dans le métavers? Parce que quand on parle de quête de sens, il y a une opportunité, certainement, pour ces mouvements de reprendre une position. Donc, vous n'en avez pas parlé. Donc, voilà, je m'interrogeais là-dessus. Je craignais que quelqu'un pose la question. Merci. On va prendre donc le dernier intervenant qui a levé la main, qui est Sophie Courtan. Et puis ensuite, donc, ça sera les conclusions pour tenir le timing, car je remercie d'abord aussi NMDK, parce que peut-être tout à l'heure, on n'aura pas beaucoup de temps, et Alexandre et Fabienne, qui ont réussi à maîtriser leur temps de parole pour permettre à tout à chacun de partir à 10 heures, plus ou moins 1 minute ou 2 minutes. Et je vous en remercie. Donc, Sophie. Merci Jean-Marie. Je voulais juste apporter un témoignage, mais certains d'entre vous le savent sans doute. On a évoqué des problèmes de valeur, de questionnement de ce qu'on voulait préserver de l'humanité ou de notre société. Et cette question de la normalisation qui pourrait pointer son nez, en réalité, elle est déjà en marche. Moi, j'ai dans mon entourage très proche quelqu'un qui est très investi et qui mène tous ses travaux au niveau français, européen et international. Donc, cette normalisation et ce questionnement sur la protection de l'identité existe déjà, donc ça peut rassurer. Mais moi, ça m'inquiète aussi parce qu'à aucun moment, on ne pose la question de qu'est-ce qu'on veut préserver comme valeur, voilà, jusqu'à quelle limite on apportera à nos transformations, qu'est-ce que l'humain, qu'est-ce que l'humanité, qu'est-ce qu'une société. Ces questions ne sont pas posées, et en partant de la question de la définition de la confiance, puisqu'au départ c'était ça, hein, c'était la confiance vis-à-vis des algorithmes, donc c'était une réflexion sur la normalisation de l'intelligence artificielle, on en est à normaliser ce que c'est que la confiance dans une relation. Et moi, ça me pose un petit peu problème qu'on puisse vraiment caractériser ça de manière, vouloir en tout cas le faire de manière objective, parce que pour moi, une relation humaine n'est pas complètement maîtrisée et objective. Voilà, donc c'est juste la pierre que je voulais apporter à l'édifice. Et oui, moi, je voudrais vraiment qu'il y ait une instance où on puisse développer une réflexion citoyenne pour accompagner ces travaux. Et à ma connaissance, puisque dans ces instances de normalisation, ce sont bien sûr des gens qui sont plutôt des techniciens de toutes des ingénieurs, des scientifiques, donc qui abordent ce monde technologique par leurs caractéristiques et qui n'incluent pas la dimension humaine de l'utilisateur. Voilà. Je pense qu'on pourrait, sur le dernier point que vous venez de préciser, Sophie, redémarrer un débat au moins de 1h30, 2 heures. Oui. Je suppose qu'il y a encore une trentaine de personnes dans l'audience, et je suis pratiquement sûr qu'on aura 30 personnes différentes, de la même manière que par rapport à la question, au point soulevé par Véronique. J'essaie, je m'excuse de tenir le timing, et j'aimerais donc laisser la parole tout d'abord à Alexandre, pour apporter son mot de conclusion, si je peux m'exprimer ainsi. Ensuite, bien évidemment, je passerai la parole également à Enrique pour la même chose, Fabienne, et je terminerai pour quelques lignes, quelques mots, en vous remerciant tous et en m'excusant de ne pas vous laisser beaucoup plus de temps, la parole à tout à chacun. Fabienne, c'est de ma faute si tu n'as eu qu'une vingtaine, 25 minutes au départ. C'est parce que je voulais pouvoir permettre à tout à chacun de s'exprimer. Sinon, on aurait fait 2 heures et ça n'aurait pas été pareil. Je reconnais ma faute. Alexandre. Oui, alors, je vais reprendre les mots de quelqu'un pour conclure. Je vais vous lire juste une petite citation, que je trouve, petite, et je vous dirai de qui c'est. On se prend à imaginer ce que pu être l'état d'esprit du Pasquane qui a bâti le dernier palmier au moment précis où il l'abattait. Comment les forestiers modernes s'est-il écrié « Du travail, pas des arbres » ou « La technologie va résoudre nos problèmes. Il n'y a rien à craindre, nous trouverons des substituts au bois. » Voire « Nous n'avons aucune preuve qu'il n'existe pas de palmier ailleurs sur l'île de Pâques. Il faut chercher encore votre proposition d'interdire la coupe des arbres est prématurée et n'est motivée que par la peur. »
Ça vient d'un livre enfin, que j'adore, qui est de Jared Diamond sur la théorie de l'effondrement. Et en fait, je trouve que ce qui est intéressant dans tout ce qu'on a vu, il y a une vraie dimension anthropologique dans notre discussion. Et je trouve que c'est un moyen aussi peut-être de trouver pas mal de solutions à nos différentes interrogations. Voilà. En tout cas, merci infiniment pour cette discussion. Merci Alexandre. Enrique? Le micro. Je n'entends pas. Ça manquait les histoires de micro. Non, j'ai eu beaucoup de plaisir à partager ce matin avec vous. Merci Fabienne, ça a été vraiment très enrichissant. Ça permet de continuer à nourrir ces réflexions. Moi, c'est intéressant ce que vous dites, Alexandre, parce que moi, depuis un moment, je sens une extrême nécessité de me nourrir sous l'anthropologie pour comprendre mieux ce qui se passe aujourd'hui. Et je l'ai fait presque compulsivement. Et donc, j'essaie de lire tout pour vraiment comprendre les origines, pour comprendre mieux ce qui se passe aujourd'hui, parce que je pense qu'on est vraiment sur un changement des civilisations. Déjà, je pense qu'Internet, ça a été déjà une transformation totale de la civilisation, de la manière comment on se relationne et la manière comment on met en valeur et nous met nos valeurs. Je pense que ces métaverses, il peut être probablement encore une nouvelle réalité qui s'installe autour de nous. C'est bien important qu'on s'arrête deux moments, ce que ça veut dire nos valeurs, et l'importance de l'être humain. Donc, je pense qu'on garderait tous un intérêt que dans nos écoles et nos enfants, ces sujets, donc la philosophie et l'être, et comprendre bien l'être humain, ils ne soient pas oubliés pour ne pas étudier qu'il y ait de la mathématique, parce qu'il faut tout pour comprendre la société aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup de cette opportunité et à bientôt. Fabienne? Oui, mais déjà, je voudrais remercier mes deux collègues pour cette conclusion, parce que j'aurais passé à peu près mes 35 années de carrière derrière moi à essayer de faire comprendre l'importance de l'anthropologie, d'une réflexion anthropologie pour préparer l'avenir. Donc, j'avoue que pour moi, c'est tout bonheur de vous entendre tous les deux. Vraiment, j'en suis extrêmement heureuse. Et je voudrais juste terminer peut-être avec la réponse à Véronique, parce que je crois qu'elle a posé une question fondamentale et qui rejoint en fait toutes les autres. C'est que derrière nos croyances repose la réalité et non pas l'inverse. Et à partir de ce postulat-là, la véritable interrogation, c'est en quoi croyons-nous ou allons-nous croire? Et aujourd'hui, on voit très clairement se dessiner une réponse que je ne vous aurais pas donnée il y a 10 ans. C'est la théorie de la simulation. Et je vous laisse avec ça. Merci beaucoup, en tout cas. Merci Fabienne, parce que ça va nous dire, merci parce que ça me donne l'idée d'une prochaine conférence, etc. Moi, je voudrais simplement d'abord terminer en remerciant Edgar qui et le groupe RHM et The White Project. Je rappelle que c'est The White Project, donc un mouvement qui est animé par une trentaine de directeurs généraux d'entreprises qui raisonnent et qui font de la prospective également sur la raison d'être et son évolution, ce qui n'est pas simple. Et donc, je les remercie. Et je crois que moi, je vais reprendre quelques mots un petit peu de tout ce qui a été dit en termes de conclusion. Je crois que, bon, au départ, c'est pour ça que je reviens sur la raison d'être. Je crois qu'avec la raison d'être, on a une chance énorme de redonner à l'entreprise son rôle dans le contrat social. Et la notion du « est », le mot « est », est quelque chose qui est très familier à Alexandre et à moi, parce qu'on a eu un DG à une certaine époque qui sans arrêt nous disait « arrêtez de me bassiner avec le « ou », on n'est que dans du « est ». Et il faut apprendre à vivre avec le « est ». Et donc, faire des oppositions ou en oublier une partie est véritablement ce qu'il ne faut surtout jamais faire. Et je pense que l'entreprise, à travers sa raison d'être, son entreprise à mission, etc., elle redécouvre en fait son rôle social dans l'évolution de la société. Parce que, et après je suis un peu provocateur ici, que de dire que les États sont en train de faillir beaucoup de leur mission et que finalement, ce qui reste comme pilier, c'est l'entreprise. C'est elle qui aujourd'hui
assure un lien social et prospectif pour ses salariés étendus. Et c'est cette raison d'être qui va permettre, à mon sens, d'évoluer, de se reposer un certain nombre de questions et d'aller vers le futur qui sera un futur mixte, donc avec la notion du « et ». Je ne peux pas nier les évolutions technologiques, je ne peux pas nier tout ce qui nous entoure, mais si on a cette conscience, et moi je vais terminer avec ce mot « conscience », et je pense que si on a la conscience de ce que nous sommes en train de faire, nous avons de fortes chances de pouvoir continuer à progresser, et je pense qu'on l'a. Et vous avez parlé beaucoup d'un mot que j'adore, qui est tout ce qui tourne autour de l'anthroposophie. Je crois qu'il faut qu'on soit tous des anthroposophes. Et j'adore ce que vient de dire Enrique. Et moi, je milite personnellement pour qu'on enseigne également la conscience aux enfants. Parce que si on élimine ce mot conscience, c'est là où on commence à être véritablement uniquement dans un monde virtuel et on n'est plus soi-même avec ses avantages, ses inconvénients, même si soi-même, on a tous une part d'avatar, on a tous une part d'imaginaire. Et ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on a cela, c'est depuis tout le temps. Voilà, un grand merci. Je ne sais pas si Edgar veut dire un tout dernier mot, et c'est lui qui aura, comme d'habitude, la primeur du dernier mot. Merci à Fabienne, merci à Enrique, merci à Alexandre, et merci à Edgar. Oui, je réitère bien sûr les remerciements de Jean-Marie, Fabienne, bien entendu, vraiment le niveau exceptionnel de ton intervention, et en plus le respect du timing. Alexandre, merci, Enrique. Moi, ce que je retiens très vite, c'est qu'effectivement, l'aventure ne fait que commencer, et que j'ai déjà quelques pistes, effectivement, pour donner une suite à cette première étape, en tout cas en ce qui nous concerne, sur le métavers. Vous serez informés de tout ça et j'espère que vous continuerez à nous accompagner. Écoutez, merci encore à tous. Merci Jean-Marie. Bravo pour l'animation de ce débat. Merci, à très vite. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci Enrique. Merci à vous. Merci. Bonne journée.